cette nouvel épisode qui serait dédié effectivement à un cours de gestion financière et qui effectivement serait consacré à une partie selon laquelle effectivement un gestionnaire financier devrait bien avoir les outils nécessaires pour faire de l'évaluation des projets d'investissement, c'est-à-dire effectivement voir est-ce que le projet est rentable et par conséquent le retenir, ou bien non rentable et le rejeter par conséquent effectivement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'évaluation des projets d'investissement, c'est effectivement l'évaluation je dirais, l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement. Mais avant d'aller à ce point-là, effectivement, nous allons d'abord discuter un point qui fait défaut justement aux étudiants généralement. Donc généralement, les étudiants trouvent effectivement certaines difficultés par rapport à ce point. Il s'agit du point concernant comment peut-on donc traiter les besoins, la variation des besoins en fonds de roulement dans le calcul, dans le tableau de calcul des cash flows, dans le tableau des calculs des cash flows. Nous avons vu tous ensemble les séances dernières, nous avons vu la première correction qui corrige effectivement le résultat net pour passer à la CAF. Et donc effectivement, le résultat net, nous avons dit qu'il est égal, pardon, la CAF est égale au résultat net, effectivement, plus les dotations aux investissements. Et puis nous avons vu également le reproche qu'on a donné effectivement même à la CAF, du moment où la CAF effectivement ne prend pas en considération que les charges et les produits, c'est-à-dire les éléments dans la classe 6 et de la classe 7 effectivement, et il ne prend pas en considération les éléments du bilan des autres emplois et retour aux ressources. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes passés à calculer un nouveau élément qui est appelé effectivement les cash flows, les flux de trésorerie qui prend en considération et la CAF et effectivement les éléments des emplois et des ressources effectivement en faisant en sorte que les cash flows sont égales effectivement à la CAF plus les ressources moins les emplois pour voir l'ensemble des encaissements et l'ensemble des décaissements effectivement pour voir quel est le niveau de la trésorerie nette effectivement qui dont dispose l'entreprise pour chaque année. Et donc bien sûr c'est prévisionnel. Et vous vous rappelez bien, s'il vous plaît, vous vous rappelez bien effectivement le tableau de calcul des cash flows, ou bien de la trésorerie. Donc on va le mettre vraiment très, très rapidement. Donc on a élément, et on a les années. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc selon la durée de vie du produit. Puis on a effectivement le premier élément, c'est les produits, et généralement on commence, surtout en simplifiant, on commence par le chiffre d'affaires, c'est parmi l'élément, le produit, c'est-à-dire le plus, qui présente la rubrique la plus importante du produit CPC des entreprises, duquel on retranche les charges variables. Également, on retranche les charges fixes hors amortissement. Puis, effectivement, les amortissements, on retranche également les dotations aux amortissements pour avoir qu'est-ce qu'on aura comme résultat si on fait cette différence, la différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des charges, on aura, rappelez-moi s'il vous plaît, tout à fait. Donc, résultat avant impôt. C'est donc le résultat avant impôt, on applique effectivement duquel on déduit les impôts sur les résultats, et donc pour avoir le résultat net. Nous avons vu effectivement comment on passe le résultat avant impôt au résultat net. C'est effectivement le résultat net est égal au résultat avant impôt que multiplie 1 moins T. Effectivement, tout à fait très bien. Et donc le résultat net de l'exercice auquel on ajoute les dotations, n'est-ce pas? Les dotations pour effectivement
avoir donc la formule résultat net plus les dotations, c'est la CAF. Il s'agit de la CAF. Donc c'est la capacité d'autofinancement. Et bien sûr, la capacité d'autofinancement, nous avons dit qu'il lui reproche effectivement plusieurs limites du fait qu'il ne prend en considération que les éléments du CPC, c'est-à-dire les éléments de la classe 7 et les éléments de la classe 6 également. Effectivement, il ne prend pas en considération les autres classes, c'est-à-dire les autres emplois et les autres ressources. Et donc, c'est la raison pour laquelle on corrige la CAF pour avoir les cash flows. Et donc, la CAF, on la corrige en ajoutant, on commence par la soustraction, en déduisant les autres emplois, c'est-à-dire les autres décaissements. Et donc, effectivement, le premier décaissement qui n'est pas pris par la CAF et qui est un décaissement réel. Un décaissement que l'entreprise fait justement au début de l'exercice et que c'est un décaissement qui est réel, qui donne lieu à un flux de sortie d'argent, mais qui n'est pas pris en considération par la capacité de financement puisqu'il n'est pas enregistré au niveau du CPC. Et donc c'est, rappelez-moi, l'investissement initial, très bien, donc c'est la dépense d'investissement, ou bien on va parler de l'investissement initial. Bien sûr qu'il va être précédé par un signe moins, puisque c'est un emploi. D'accord? Puisque c'est un emploi, donc il doit être précédé par un signe moins. Effectivement aussi, il y a un autre décaissement qui est fait effectivement à l'occasion du commencement du projet, c'est-à-dire dans la position initiale. D'accord? Dans la position initiale du projet. Il s'agit de la variation ou bien de l'augmentation du BFR. D'accord? BFR. Ou bien on va dire de la variation du BFR qui est à la hausse. Donc ce sont deux éléments dont on aura besoin justement comme étant des emplois, comme étant des sorties d'argent effectivement. D'accord? Et bien sûr, plus les ressources. Moins les emplois, plus les ressources. Et donc les ressources peut-être qui pourraient, donc la première ressource qui pourrait sauter aux yeux, c'est effectivement celle qui concerne la valeur résiduelle. D'accord? La valeur résiduelle, nous avons dit que c'est la valeur marchande du matériel justement à la fin de la durée de vie du projet. C'est-à-dire à la fin de la durée de vie du projet, le matériel il a encore une vie, il a encore une valeur marchande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas avoir une valeur justement à la fin du projet. Et donc le matériel il est vendable en contrepartie d'une valeur qui est appelée valeur résiduelle. Et donc bien sûr, il vient avec un signe plus, mais effectivement, elle coïncide avec la fin de la durée de vie du projet. D'accord? Plus, s'il s'agit effectivement à la fin, il y a une récupération, puisque lorsqu'il y a une variation du BFR positive, on aura une récupération à la fin, puisque la variation du BFR n'est pas, n'est pas un décaissement qui est définitif. On fait le décaissement au départ, au début de la période, mais à la fin de la période, on récupère le BFR qui a été engagé au début de la période. Et donc, plus variation, il y a récupération du BFR. Et donc, ici, la récupération du BFR, on va faire un exemple au niveau de cet exercice, de cette partie du cours, justement pour effectivement maîtriser une fois pour toutes le traitement du BFR, soit l'augmentation du BFR ou la récupération du BFR. D'accord? Très bien, donc si je fais ces éléments, la CAF moins les emplois plus les ressources, je vais avoir. Tout à fait. Très bien. C'est tout un. Donc votre camarade se pose la question pour redire ce qu'elle a demandé. Est-ce que la valeur résiduelle est prise en considération brute, en sa qualité brute ou en sa qualité nette d'impôt? D'accord? Généralement, on prend la valeur résiduelle nette d'impôt, puisque effectivement, la valeur résiduelle, c'est la valeur marchande du matériel à la fin de sa durée de vie.
donc quand on cède ce matériel-là, effectivement, on ne prend que la partie nette. Alors que la partie concernant les impôts, c'est la part de l'État. D'accord? Et donc, je vais ajouter cette remarque. Merci beaucoup pour vos aides. Donc, valeur nette, valeur résiduelle, on va mettre la remarque de votre camarade, on va mettre net d'impôt. D'accord? Mais puisque je ne voudrais pas alourdir la vidéo, par la suite, on aura l'occasion de mieux comprendre pourquoi on prend la valeur résiduelle nette et non pas la valeur résiduelle brute. Parce qu'effectivement, au niveau de la cession des immobilisations, on ne paye pas des impôts sur le prix de cession, mais on paye des impôts si seulement si on a réalisé une plus-value sur cession des immobilisations. Et bien sûr, entrée s'il vous plaît, et bien sûr, la plus-value sur cession des immobilisations, qui se calcule par prix de cession des immobilisations moins VNI. Et donc, on doit effectivement, si on voudrait bien préciser la chose, on doit payer des impôts non pas sur la valeur résiduelle, c'est-à-dire non pas sur le prix de cession potentiel, mais sur la marge sur la plus-value. Et la plus-value, il ne consiste pas seulement en PCI, mais c'est en PCI moins la VNI. D'accord? On va faire un exemple par la suite, d'accord? Pour ne pas ralentir la vidéo, la capsule vidéo, d'accord? Mais merci pour la remarque, d'accord? Donc, si je fais cette correction de la carte, je vais avoir ce qu'on appelle les cash flows, bien les flux nets de trésorerie. Et donc, les cash flows. Exactement. Et donc, les cash flows également, les cash flows, donc je vais les expliquer si vous voulez, avec une autre couleur. Sinon, alors, cash flow. Et donc, les cash flows, effectivement, c'est les flux nets de trésorerie après déduction des charges de l'ensemble des décaissements, de l'ensemble des encaissements. Je fais ensemble des encaissements ou ensemble des décaissements, j'aurai les flux nets de trésorerie. Mais effectivement, comme nous avons vu la séance dernière, effectivement, les cash flows, ils sont effectivement frappés d'une limite. Parce que, effectivement, les cash flows, c'est des cash flows, par exemple, de chaque année, on va faire l'hypothèse que les cash flows, ils sont donc dégagés à la fin de chaque période. Et donc, un cash flow de la fin de la période 1, je ne peux pas le comparer, effectivement, ou bien additionner au cash flow de l'année suivante. Parce qu'effectivement, il y a un changement même si c'est la même unité nominale, c'est le dirham, mais la valeur change avec le temps. La valeur du dirham de cette année change avec le temps si peut-être on voudrait le comparer au dirham de l'année prochaine. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons activé le principe, rappelez-moi, pour comparer le comparable, pour ne pas comparer l'incomparable. Nous avons donné l'exemple du fait que je ne peux pas faire la somme de 1 kg plus 1 mètre. Donc, ça ne donne pas une information. Donc, pour faire de la somme, pour avoir une pertinence de la réponse, je dois avoir la même unité de mesure. Et donc, pour avoir la même unité de mesure, c'est-à-dire la même valeur du dirham, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le principe d'actualisation. Donc, je dois actualiser l'ensemble des cash flows. Je dois actualiser les cash flows de l'année 1 pour trouver sa valeur au début du projet. Le cash flow de l'année 2, je dois l'actualiser pour chercher sa valeur présente, c'est-à-dire la valeur quand le projet vient de commencer. La même chose pour le troisième et pour le énième cash flow. Et donc, c'est la raison pour laquelle je calcule les cash flows actualisés. Et bien sûr, les cash flows actualisés, nous avons, juste à titre de rappel, effectivement, c'est les cash flows, n'est-ce pas, que multiplie 1 plus i à la puissance moins. Donc, c'est les cash flows T, indice T, c'est-à-dire concernant une période T, 1 plus i à la puissance moins T. Donc, effectivement, c'est i étant le taux d'actualisation. Effectivement, on va revenir sur cet élément. Pourquoi nous avons mis 1 plus i à la puissance moins T. Donc, effectivement, c'est déjà expliqué dans les séances dernières. D'accord? Et donc, ça, c'est un tableau qu'on appelle le tableau de calcul des cash flows. C'est le tableau de calcul des cash flows. Et donc, c'est la période 0.
la période 1, la période 2, et ainsi de suite jusqu'à la période N. D'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer avant d'aller dans les détails, je vais essayer de détailler effectivement la difficulté qui consiste à comment se comporter ou bien comment agir dans le cas où un exercice qui présente la variation du BFR et la récupération du BFR. Nous allons mettre un exercice, d'accord, un cas, juste une application. Donc, si par exemple dans le cas d'une entreprise, dont par exemple la durée de vie d'un projet il est de 5 ans, donc élément, son BFR augmente. On va expliquer comment effectivement le BFR pourrait effectivement avoir une relation exactement proportionnelle avec le chiffre d'affaires. Et donc là, sachant que le BFR présente 10% du chiffre d'affaires, on lui demande de calculer la variation du BFR tout au long du projet. Et donc si on lui demande de calculer la variation du BFR, on trace effectivement donc d'abord on calcule le BFR, et donc bien sûr le BFR il est égal à 10% du chiffre d'affaires. Donc pour la fin de la première année, c'est 8 unités monétaires, 9 unités monétaires, 12, 10 et 11 unités monétaires. C'est le BFR de chaque année. D'accord? Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse pour répondre à la question, c'est la variation du BFR. Parce que effectivement, au niveau du tableau de calcul des cash flows, on ne parle pas du BFR, mais on parle de sa variation. Augmentation du BFR ou bien récupération du BFR. Et donc cette ligne ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse au niveau du tableau, c'est la ligne concernant la variation du BFR. Et donc la variation du BFR de l'année 0, c'est-à-dire au début, on a une variation du BFR de combien? De 8, n'est-ce pas? C'est-à-dire avant même que le projet commence, on a besoin, pour faire rouler le projet, on a besoin effectivement de 8 unités monétaires au début. D'accord? Pour réaliser un chiffre d'affaires de 80, la fin de l'année, on doit au début de l'année engager justement 8 en tant que justement BFR. Et vous sachez que, vous savez effectivement que le BFR, c'est, ça vous l'avez vu également en analyse financière, c'est le décalage, bien les finances, le décalage qui pourrait exister entre les dettes fournisseurs et les créanciers. D'accord? S'il y a un décalage entre ces deux-là, on doit avoir un fonds de roulement pour que je puisse faire rouler mon projet et attendre que le chiffre d'affaires soit collecté pour effectivement faire face à ce décalage. Mais au début, je dois avoir besoin ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire c'est lui qui me permet de faire rouler le cycle d'exploitation. D'accord? Donc j'aurai besoin, puisque c'est 8 moins 0. 8 moins 0 est égal à 8. 9 moins 8, c'est-à-dire au niveau de à la fin de la première année, j'aurai besoin d'une unité monétaire en tant que variation du BFR. 12 moins 9, 12 moins 9 c'est 3. 10 moins 12, moins 2. 11 moins 10, c'est 1. Mais à la 6e année, est-ce qu'on va réaliser un chiffre d'affaires? On ne va pas réaliser un chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'activité, nous allons supposer que l'activité va cesser. D'accord? Et donc, à la 6e année, le chiffre d'affaires serait. C'est une hypothèse, hein, ce n'est pas la réalité, puisque on délimite le projet en 5 ans, donc ce n'est pas sa durée de vie réelle, mais c'est une durée de vie imaginaire sur laquelle on se base pour voir est-ce que le projet est rentable ou non. Et donc, effectivement, la 6e année, on va mettre l'hypothèse que le projet va s'arrêter, puisqu'il dépasse sa durée de vie, et bien sûr, son chiffre d'affaires est égal à 0. Le chiffre d'affaires de la 6e année est égal à 0. Ça veut dire que son BFR est égal à combien? Est égal à 0, puisque le chiffre d'affaires est égal à 0. 10% de 0, c'est 0. Donc 0 moins 11, je vais avoir
moins 11, en tant que, puisque c'est normal, c'est une récupération du BFR, puisque à la fin de la 5e année, j'aurai plus besoin de fondre l'eau, parce que le projet il est supposé s'arrêter. C'est-à-dire, on va supposer qu'il y a cessation d'activité. Et donc, effectivement, il y a cette possibilité de récupérer le BFR. Et donc, la question que je vous pose dans ce cadre-là, cette variation du BFR, quand il est positive, elle correspond à quoi? Quand la variation du BFR, elle est positive, ça doit correspondre à quoi, effectivement, au juste? Est-ce qu'elle correspond, pour vous aider à répondre, est-ce que ça correspond à un emploi ou à une ressource? Donc, avant de me répondre, on va rappeler la formule de calcul du BFR. Le BFR, il est égal, rappelez-moi s'il vous plaît, en analyse financière, vous l'avez vu déjà? Oui? Vous l'avez vu déjà en S4? Actif circulant, très bien, moins le passif circulant, très bien. S'il y a variation du BFR et elle est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a augmentation du BFR ou il y a diminution du BFR? Variation du BFR, elle est positive. Il y a augmentation du BFR. Dans ce cas, le BFR, elle était de 8, elle est passée elle était de 0, elle est passée à 8. Et donc, elle a augmenté de combien d'unités? De 8 unités. En passant de 8 à 9, et donc elle a augmenté de 1 unité. Donc, la variation du BFR, quand elle est positive, ça veut dire que le BFR, elle a augmenté. Et donc, je reviens ici. Quand le BFR augmente, mathématiquement parlant, voilà. Si je voudrais augmenter le BFR, je vais agir sur l'actif circulant en premier lieu. Et donc, si l'actif circulant augmente, ça veut dire que les créances clients augmentent et que le stock augmente effectivement. D'accord? Et donc, quand les créances clients augmentent et le stock augmente, effectivement, c'est un emploi. Tout à fait, très bien. Et donc, la variation du BFR quand il est positif, c'est un emploi. C'est un emploi. Peut-être, effectivement, on peut agir effectivement sur le passé circulant, réduire les dettes fournisseurs. Comment je dois comprendre réduction d'une dette commerciale? Pardon, d'une dette avec un fournisseur. Réduction d'une dette. Quand une dette va se réduire? Quand le compte dette fournisseur est réduit. Quand? Dans quel cas? Dans le cas d'une sortie d'argent ou d'entrée d'argent? Dans le cas d'un règlement d'une dette. Je règle une dette à un fournisseur, ça veut dire qu'il y a une sortie d'argent. Et la sortie d'argent, elle correspond à un emploi ou une ressource. Elle correspond à un emploi. Donc, soit en augmentant l'actif circulant, soit en diminuant le passé circulant, soit en faisant les deux à la fois, il s'agit d'un emploi. Et donc, la variation du BFR, quand il est positive, il s'agit d'un emploi. Et bien sûr, au niveau du tableau de calcul de la CAF, des cash flows, au niveau de ce tableau, nous avons dit qu'il y a augmentation du BFR au niveau des emplois. Et donc, effectivement, quand le signe il est positif, c'est un emploi, et donc il doit être précédé par un signe moins dans le tableau de calcul des cash flows. Puisque je rappelle, juste à titre de rappel, les cash flows sont égaux à la capacité d'autofinancement, dites-moi s'il vous plaît, moins les emplois, n'est-ce pas? Plus les autres ressources. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, moins les emplois, moins la variation du BFR quand il est positive, elle doit être considérée comme étant un emploi et bien sûr, elle doit être précédée par un signe moins dans le tableau de calcul des cash flows. Mais dans le tableau de la variation du BFR, il est précédé par un signe plus, puisque c'est une augmentation du BFR. J'espère que vous avez bien saisi cette chose. De la même manière, le cas contraire, celui qui concerne la récupération du BFR. Et donc, je reviens au tableau
de la variation du BFR. Je reviens à ce tableau-là, mais je vais m'intéresser effectivement à une variation qui est négative. D'accord? Donc ici, si vous voulez de voir les deux cas où la variation est négative, on va appliquer le même principe, le même raisonnement, la même logique. La variation du BFR, elle est négative si seulement si il s'agit d'une ressource. D'accord? Vous n'avez pas donc besoin de la comprendre. Donc variation du variation du BFR négative, ça veut dire qu'il y a une diminution du BFR. Ça veut dire qu'il y a une diminution de l'actif circulant. Quand il y a une diminution de l'actif circulant, ça veut dire qu'il y a une diminution des créances clients. Dans quel cas il y a une diminution des créances clients? Dans le cas d'une sortie d'argent ou d'une entrée d'argent? Une entrée d'argent, parce qu'un client vient frapper à la porte de l'entreprise pour payer, pour régler une facture peut-être. Et donc pour réduire cette créance client, un client va régler à l'entreprise, justement, ça, on va dire, les créances clients ils vont diminuer par le fait qu'il y a un flux d'entrée d'argent à l'occasion qu'un client vient donc verser de l'argent à l'entreprise, au compte de l'entreprise, d'accord, pour régler sa créance. Ou bien moins PCI, ou bien augmentation du passif circulant, n'est-ce pas? Augmentation du passif circulant. Donc essayez d'être très vigilant parce qu'on ne doit pas inverser la chose. Hein. Donc pour avoir un BFR diminutif, donc il suffit justement de réduire l'actif circulant ou d'augmenter le passif circulant. Augmenter le passif circulant, c'est-à-dire augmenter les dettes fournisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter les dettes fournisseurs? C'est effectivement, c'est une ressource. Il y a une augmentation de dettes fournisseurs, ça veut dire qu'il y a une augmentation de ressources. Et donc, vous êtes d'accord avec moi maintenant que la variation du BFR quand elle est négative, on a justement affaire à une ressource. Et la ressource, elle est précédée par un signe plus. Et donc, la variation du BFR ici, quand il est négatif dans le tableau de variation du BFR, il est précédé par un signe plus dans ce cas, dans le tableau de calcul des cash flows. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que les cash flows sont égaux à la capacité de financement moins la variation du BFR quand elle est positive, plus la variation du BFR quand elle est négative. D'accord? Si on voudrait appliquer le tableau de variation du BFR dans le tableau de calcul des cash flows, peut-être pour mieux comprendre encore, je peux séparer la variation du BFR quand elle est positive de celle quand elle était négative. Je peux dire par exemple augmentation du BFR en traçant une ligne et je trace encore une autre ligne. Donc j'efface cette partie s'il vous plaît. J'efface cette partie et je trace une ligne qui va être consacrée à quoi s'il vous plaît? Va être consacrée à diminution, très bien, le cas où il y a une diminution du BFR ou bien ce qu'on appelle récupération du BFR. Et donc quand c'est positif, je vais mettre 8, 1, 3. Est-ce que je vais mettre 2 ici? Je vais mettre 2 là. Pourquoi je ne mets pas le moins 2? Parce qu'il y a justement ici, je désigne, ou bien ça signifie une diminution, effectivement. Ici, je vais mettre 1, et ici, je vais mettre 11. Et donc, si on voudrait, si vous voulez faire le dépouillement de ce tableau dans celui du calcul des cash flows, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, au niveau de la période 0, au niveau de la période 0, qu'est-ce que je vais mettre au niveau du BFR? À votre avis, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que je vais mettre 8 ou moins 8? Moins 8, effectivement. Je vais mettre moins 8. À la période 1, moins 1. À la période 2, oui? Moins 3. À la période 3. Je ne vais pas mettre plus, parce que ici c'est moins variation du BFR. Je vais attendre jusqu'à ce que j'arrive à la ligne de la récupération du BFR pour parler de la récupération. Donc je vais mettre rien ici,
Et puis, au niveau de la quatrième année, oui, qu'est-ce que je vais mettre? Moins 1, n'est-ce pas? Très bien. Et à la fin de la cinquième année, je vais mettre rien. Je vais mettre rien, d'accord? Donc à la fin de la cinquième année, je vais mettre rien, justement parce qu'effectivement au niveau du tableau, il n'y a pas une augmentation à la cinquième année, il n'y a pas d'augmentation du BFR. Maintenant, je vais passer à la récupération du BFR. La récupération du BFR, ça va intéresser l'année 3 et l'année 5. Donc avec bien sûr un signe plus 1, plus 2, pardon, et plus 11. Une dernière remarque pour finaliser cette première épisode, c'est le fait que les emplois, au niveau de la variation du BFR, la somme des emplois doit être égale à la somme des ressources. Et on va vérifier ça au niveau du tableau pour justement voir est-ce que effectivement c'est donc la somme des emplois doit être égale à la somme des ressources. On va faire une application numérique. Donc 8 plus les emplois. Dites-moi s'il vous plaît, les emplois. 8 plus 1, plus 3, plus 1. Ça doit être égal à, oui, 2 plus 11. Est-ce qu'il y a une égalité? Donc 8 plus 2, c'est 10, plus 3, c'est 13. Et 2 plus 11, c'est 13. Donc on a vérifié l'égalité emploi égale aux ressources. Et donc c'est ainsi que l'épisode concernant la variation du PFR prend fin. J'espère que vous a intéressé. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne vision.